Bien, bonsoir. Merci beaucoup de cette présentation. Je ne suis pas absolument sûr que je répondrai à tout ce qui est prévu ou à toutes vos espérances, mais je vais quand même essayer. Alors c'est toujours difficile, il faut commencer. En préparant cette... Ah oui, deux ou trois... Avant de commencer vraiment, deux ou trois choses. Un, je ne montrerai quasiment pas de projet. Voilà, je trouve que les architectes ont une tendance fâcheuse à parler d'architecture en parlant d'abord de leur œuvre. Et alors peut-être parce que la mienne est modeste, mais voilà, je ne parlais pas de projet parce que je crois que la question n'est pas là. Pour moi, en tout cas, elle est plutôt d'essayer de se demander vers où on va. Évidemment, ce n'est pas inutile de savoir où on est pour savoir vers où on va, mais non, je crois que c'est simplement que ça m'agace un peu d'entendre mes confrères expliquer qu'ils ont fait le meilleur projet du monde. Ça me fatigue. De temps en temps, quand je fais un projet, j'espère qu'il ne soit pas trop mauvais, mais voilà, j'aime pas trop parler de ça parce que je pense que l'architecture est bien plus large que ce que l'on peut faire dans une modeste partie de sa vie professionnelle. J'avais choisi, comme le dit l'image que vous devez voir derrière moi, d'intituler cette conférence inaugurale. Oui, je me sens extrêmement honoré et légèrement inquiet même d'ailleurs de l'honneur qui m'est fait, mais j'avais choisi de dire, voilà, question d'aujourd'hui. Pour ceux qui auraient un tout petit peu de culture, ils se rappelleraient qu'il y a une revue d'architecture qui a été fondée vers les années 30 et qui s'appelait l'Architecture d'aujourd'hui. Et je dis ça parce que finalement, en principe, la leçon inaugurale intéresse tout le monde, mais en grande partie, principalement d'abord ceux qui sont là pour la première fois, le début de leur première année, et dont il n'est pas évident qu'ils connaissent tous toute l'histoire de la famille dans laquelle ils rentrent. Je pensais, en préparant cette présentation, en préparant cette conférence, cette leçon, je pensais qu'on ne pouvait pas éviter, comme ça, presque en préalable de l'introduction, j'y arriverai, ne vous inquiétez pas, je pensais qu'on ne pouvait pas éviter quand même de dire un mot de ce que l'on entend par architecture. Et dussé-je peut-être en surprendre ou en choquer quelques-uns. Je suis assez partisan d'une définition qu'avait donnée il y a de cela plusieurs années Jean-Pierre Éperon, architecte et à l'époque enseignant-chercheur, et qui disait, alors que tout le monde se demandait l'architecture, est-ce que c'est l'art de l'espace, alors est-ce que c'est, comme avait dit déjà Walter Gropius, s'occuper de l'espace, de la ville à la petite cuillère. Jean-Pierre Éperon disait, l'architecture c'est un club. Ça peut sembler pas être très scientifique, et puis finalement il argumentait cela en disant, ben voilà, c'est un milieu de gens qui ont une culture commune et qui, d'une certaine façon, fonctionnent comme un club, et le monde de l'architecture fonctionne comme les clubs, c'est-à-dire que y a des gens qui d'abord ne sont pas dans le club, qui critiquent le club, et puis au bout d'un certain temps, le club, pour avoir la paix, les fait rentrer dans le club, du coup ils deviennent à leur tour légèrement conservateurs, si on peut dire, et puis le club arrive à survivre et à se reproduire sur lui-même tout en évoluant grâce à cette pratique. Et voilà, donc je vais parler en fait de l'architecture ou du travail d'architecture, peut-être même en allant un petit peu plus loin que l'idée du club. Alors, est-ce que j'ai essayé le bon bouton? Ça marche. Et oui, un peu plus loin. Et là, je vais encore faire allusion à un autre architecte, Aldo van Eyck, architecte néerlandais de la fin du mouvement moderne, donc qui est à la fois une inscription dans le mouvement moderne et un regard critique par rapport à ceux de la génération qui le précédait, et qui, il y a déjà un certain temps,
disait que finalement, on était, dans l'architecture, il n'utilisait pas le mot club, mais enfin peu importe, dans ce milieu dans lequel nous sommes et dans lequel certains d'entre vous pénètrent, rentrent, qu'on ne pouvait pas faire abstraction de trois grandes... lui, il avait trois grandes références qui lui semblaient être résumées un peu l'essentiel de ce vis-à-vis de quoi l'architecte doit se situer. Et il prenait alors... Assez bêtement, j'ai fini par préparer cette leçon hier soir chez moi, donc je n'avais pas absolument tout sous la main, et puis, bon, peu importe. Et donc, je n'ai pas retrouvé facilement, c'est parce que mes papiers et mon ordinateur sont très mal rangés, je n'ai pas trouvé facilement le dessin qu'il fait. Donc, j'ai simplement réécrit les trois mots, mais il dit finalement, on ne peut pas ignorer le Parthénon. On ne peut pas ignorer la Schröder-Huis, qui, comme chacun sait, est une très jolie construction de Rietveld qui se trouve à Utrecht. Et on ne peut pas ignorer le village Bororo. C'est-à-dire, d'un côté, une tradition de l'architecture classique occidentale dont le Parthénon peut être comme un espèce de point initial et une espèce de référence, et puis ça a duré pendant assez longtemps, jusqu'à présent d'ailleurs, puisqu'il y a encore des gens qui prétendent reprendre le vocabulaire classique. Enfin, bref. On ne peut pas ignorer la Schröder-Huis, qui, pour un Hollandais, représente un peu la chose la plus claire de la révolte initiale du mouvement moderne contre l'académisme que l'histoire qui commence au Parthénon et qui descend poliment presque 25 siècles représente. Donc, je ne sais plus quelle est la date de la Schröder-Huis, mais enfin c'est dans les années 20, peut-être 26, quelque chose comme ça. Et donc on ne peut pas ignorer que le mouvement moderne a été une secousse, une remise en question des références précédentes. Et puis, on ne peut pas oublier non plus quelque chose qui, jusqu'à présent, et surtout à l'époque où lui parle, Aldo van Eyck, on ne peut pas oublier qu'il y a des civilisations autres, il y a alors les Bororo qui avaient été mis à la mode, si je puis dire, ou sortis un peu de l'oubli par Claude Lévi-Strauss, ça représentait le fait qu'il y ait aussi d'autres types de cultures qu'on appelle quelquefois premières, anciennes, archaïques, peu importe, mais qui, elles, ne connaissent absolument pas le Parthénon, ni Rietveld, et qui fonctionnent avec d'autres systèmes de référence, mais qui ont, ces autres cultures, elles aussi, un rapport assez précis à l'espace. Donc voilà, je me disais, voilà, on peut commencer par là et se dire, en hommage à Aldo van Eyck, eh ben on va essayer de réfléchir un peu sur est-ce que c'est vrai, est-ce que finalement tout ça est... Bon, comme nous ne sommes pas hollandais, peut-être que les mots que les références d'Aldo van Eyck, enfin, sont peut-être pas tout à fait les miennes. Alors évidemment, je vais faire une leçon inaugurale, je vais en gros vous raconter des choses qui m'intéressent ou vous parler ou évoquer des choses que j'aime. J'aime pas beaucoup faire des conférences où on parle de ce que l'on n'aime pas, même si je pense que c'est utile de temps en temps d'expliquer pourquoi on n'aime pas telle chose. Je trouve que c'est plus agréable dans l'existence de parler de ce que l'on aime que de parler de ce que l'on n'aime pas. Donc je parlerai plutôt de choses que j'aime, même si vis-à-vis de choses que j'aime, je peux avoir un regard parfois un peu critique. Donc il me semble qu'on pourrait traduire pour nous, enfin peut-être pour les gens de ma génération qui n'ont pas tout à fait la même qu'Aldo van Eyck et de culture française, le fait que dans ce que j'évoquais tout à l'heure, l'architecture comme club, finalement on pourrait dire l'architecture c'est une histoire de famille. Alors si on dit c'est une histoire de famille, c'est très simple. Dans les familles, bon, et les familles, évidemment, il y a des querelles. Donc la famille, c'est d'un côté la maman, un peu archaïque, qui commence avec la Grèce antique et qui, après ça, alors en France particulièrement, s'est incarné sous les traits de l'École nationale supérieure des beaux-arts,
Si vous avez des questions à la fin, il se faisait encore le courage de rester jusqu'à la fin, compte tenu du fait qu'il va faire assez chaud, vous pourrez me poser des questions sur les beaux-arts, j'adore ça, je suis intarissable. Je ferme. Donc d'un côté, la tradition beaux-arts, la mère de famille, la tradition. De l'autre côté, le mouvement moderne qui évidemment est toujours représenté, pour nous particulièrement, par Le Corbusier, dont vous voyez ici la photo lorsqu'il fit la rencontre, comment s'appelait-elle déjà ? De Joséphine Baker, merci, sur le bateau qui revenait de Santos, enfin, ou de São Paulo, au Brésil. Et puis, comme on n'est pas toujours en train de fréquenter les tribus indiennes d'Amazonie ou d'autres peuplades un peu primitives, on a finalement peut-être aussi quelque chose qui est moins lointain, qui demande moins de connaissances ethnologiques ou anthropologiques, mais qui est simplement la vie quotidienne, dont je trouve que quelquefois on l'oublie un peu dans les écoles d'architecture, et que cette vie quotidienne, c'est finalement les autres, c'est-à-dire ça commence par vous, y compris soi-même, qui est au milieu de tout ça finalement, et qui est aussi une expérience. Alors il ne faut pas partir de sa propre expérience et de celle des gens que l'on fréquente, qui sont quelquefois un peu proches de vous, pour le projeter sur le monde entier. Mais d'un autre côté, c'est pas mal non plus de penser qu'on se débrouille dans l'architecture avec les références que je viens d'évoquer, et puis aussi sa propre expérience de marcher, de s'asseoir, d'être seul, d'être à plusieurs, d'avoir des enfants, de manger avec des amis, de travailler, de prendre, je sais pas, de prendre un bus, etc. Que tout ça, ça fait partie de la vie quotidienne et que ça a beaucoup d'importance, me semble-t-il, pour éclairer un peu ou pour servir de référence dans le travail d'architecture qui ne se résume pas au projet, mais qui me semble être presque toujours un projet. Je ne sais pas si je vais développer ce point-là, peut-être pas. Je pense que finalement, la formation d'architecte, elle a ceci de particulier que toute question finit par être un projet. Pas forcément un projet qu'on dessine, pas forcément un projet que l'on met au point avec l'idée qu'il va être construit, mais je pense que notre travail consiste à projeter une transformation de l'espace et d'une certaine façon. Il faut être modeste, mais je crois qu'on n'échappe pas non plus que d'une certaine façon, on projette une petite contribution à une transformation de la société. Donc voilà. Eh bien, continuons. Et je me disais, mais au fait, finalement, tout ce dont je viens de parler, ça peut se résumer aussi à... voilà, j'ai pris 3 exemples qui sont plutôt dans la région parisienne, mais qui peuvent être à gauche... Oui, c'est ça. À gauche, un angle de 2 rues d'architecture haussmannienne qui représente l'aboutissement à Paris et plus généralement en France, aussi dans d'autres pays, mais avec des petites variations. Mais ça, c'est bien typiquement français. Ça représente le point presque d'arrivée, le point ultime de cette espèce de grand mouvement qui consiste à penser l'architecture à partir des ordres, c'est-à-dire des systèmes de colonnes, de proportions, etc. Et puis, un certain Le Corbusier qui fait en 1926, si ma mémoire est bonne, la Villa Savoie et qui dit « mais pas du tout, c'est pas du tout ça, vous n'avez rien compris, l'architecture... » Il ne faut pas oublier que Le Corbusier est un artiste. Hein. On a tendance à minimiser parfois ce caractère particulier parce qu'il tient un discours qu'il aimerait être rationnel, mais aussi c'est un artiste, il ne dit pas du tout l'art c'est autre chose, l'art aujourd'hui à l'époque où il parle, 1925-1926, c'est pas du tout les espèces de trucs à la Haussmann un peu boursouflés, c'est beaucoup plus simple, ce sont des systèmes de proportions qui sont beaucoup plus rigoureux, c'est une espèce de simplicité, c'est un jeu de la lumière et des volumes, et finalement l'architecture, elle doit être dans le mouvement
d'évolution et même de critique, de revendication un peu de la société, qui est le mouvement de l'art moderne depuis, allez, mettons 1870 ou un peu avant, peu importe. Bon. Et puis, tout en bas, j'ai une photo que j'aime bien et que j'ai découvert un jour en me promenant à Goussainville, si ma mémoire est bonne. Non, peut-être pas Goussainville. Arnouville-les-Gonesse, sans doute. Enfin, c'est à côté de Sarcelles, c'est-à-dire que c'est dans le nord de la banlieue parisienne. Et un jour, je passe là, je vois cette chose, je m'arrête, je descends, je prends une photo. Et l'homme qui était dans le jardin, que vous ne voyez pas là, parce que j'aime pas trop photographier les gens, d'habitude ils n'aiment pas ça, sort et me dit « ça vous intéresse ?» Et je lui dis « mais oui, c'est… » Et donc c'était un maçon italien qui avait pris sa retraite depuis 4 ou 5 ans et qui m'expliquait qu'il fallait bien faire quelque chose, qu'ayant été maçon toute sa vie, et étant sans doute de la province de Pise, il avait donc réalisé une tour de Pise à l'échelle du 10e dans son jardin, et que la grande inquiétude qu'il avait, c'était de savoir si l'angle de la tour de Pise était à peu près conforme. Voilà. Donc je dis que j'étais absolument… Enfin, c'est vrai que c'était quelque chose de tout à fait… La lumière n'était pas très belle, il n'y a pas de soleil. Bon, il faudrait que j'y retourne, mais peu importe. Voilà. Et je me dis finalement… que ça soit Haussmann, et les architectes de la tradition beaux-arts académiques de l'époque, ou que ça soit Le Corbusier, il me semble qu'ils oublient un peu, et c'est là où je trouve que l'éclairage d'Aldo Vanek est particulièrement fructueux, c'est qu'ils oublient un peu qu'il y a aussi les gens, et que les gens, ils ont des capacités créatives et poétiques, et puis ils ont une façon de gérer le mieux possible le rapport entre besoins et moyens. C'est-à-dire que ça, on peut me raconter tout ce qu'on veut. J'en ai vu quand même un certain nombre d'études et de débuts de réalisation d'architectes pour trouver, notamment dans les pays de ce qu'on appelait autrefois les pays en voie de développement, dont certains ont fini par se développer, d'autres pas tellement. Alors j'ai vu toutes sortes de projets d'architectes expliquer que eux, architectes, avaient compris comment il fallait faire le logement le plus économique pour telle et telle famille, telle et telle ethnie, etc. Mais j'ai jamais, à vrai dire, vu de plus intelligent. Quand les gens sont dans le dénuement, je pense que c'est eux qui, grosso modo, à part qu'ils sont généralement incapables individuellement et même par petits groupes de résoudre 2 problèmes fondamentaux qui sont est-ce qu'on est sûr d'avoir de l'eau potable et est-ce qu'on est sûr d'avoir un réseau d'assainissement. Mais à part ça, c'est, à mon avis, les habitants qui savent beaucoup mieux que nous trouver le juste passage entre les besoins qui pourraient être vastes et puis les moyens qui sont, dans ce cas-là, auxquels je fais allusion, particulièrement limités. Donc voilà, je vais parler un petit peu de ces 3 choses-là, mais je ne vais pas vous faire un cours d'histoire de l'architecture parce que ce n'est pas mon boulot. Je vais essayer, en mélangeant un peu les choses, ce qui fait qu'au début, comme ça, vous pouvez avoir l'impression que ça va être bien ordonné, mais ça y est. Ça, c'est le début. Ça va? Oui? Non? Si? Allez. Donc, vous pouviez donc avoir l'impression que ça allait être à peu près clair. J'allais parler 1 de l'académisme, 2 de la modernité et 3 des habitants. En fait, je vais commencer à parler un petit peu de certains aspects de la tradition classique pour poser une question assez simple, c'est où en sommes-nous dans la tradition, dans notre rapport à cette tradition classique? Alors ça peut sembler complètement provoquant, autant que je m'en explique tout de suite. Je pense que les écoles d'architecture en France, et pas seulement d'ailleurs, mais je pense que les écoles d'architecture en France, bien qu'elles aient prétendu quitter, au moment de la création des écoles, après 68, etc., bien qu'elles aient prétendu sortir de la tradition Beaux-Arts, je pense que les écoles d'architecture en France, et je serais tenté de dire, et sans doute dans la plupart des autres pays, ne sont pas sorties de la tradition Beaux-Arts. Donc je pense que nous sommes dedans, et qu'au lieu de dire « oh là là, on ne veut pas en entendre parler, c'est fini, c'est réactionnaire, etc. », il faut dire « on est dedans, et qu'est-ce qu'on en fait? Et qu'est-ce qu'on en prend
d'intéressant et qu'est-ce qu'on essaie d'en corriger de moins intéressant. Donc voilà, première question, où en sommes-nous de la tradition classique? Deuxième, alors évidemment les historiens pourraient m'objecter, ah oui mais alors vous confondez beaux-arts et classicisme alors que les beaux-arts c'est jamais que la version académique du classicisme, etc. C'est vrai, c'était vrai ce débat-là autrefois, mais alors aujourd'hui où quasiment plus personne ne sait rapidement faire la différence entre une colonne qui est à peu près bien galbée, et puis une colonne qui est un fût, un cylindre, quoi, qui n'a pas de galbe. Le débat entre la pureté classique et la lourdeur académique, à mon avis, est un peu dépassé. Bon, je pense que cette tradition existe toujours et qu'on est dedans et qu'il faut savoir où on se situe. La deuxième question que je me pose et qui part un peu de la question de la modernité, elle est liée à l'irruption non pas d'abord du logement, parce qu'on va dire Haussmann avait bien posé la question du logement, ça, il a produit du logement. Il n'a pas produit beaucoup de logements de ce qu'on appellerait aujourd'hui logement social, ou de logement économique, ou de logement, d'ailleurs dans le grand manuel de César Daly, qui codifie assez bien la production de cette époque, le chapitre maison ouvrière et construction économique est très très faible, alors que le reste, la première classe, c'est les gens qui ont le plus d'argent, la deuxième classe, la troisième classe, et puis après ça, il y a un petit machin pour dire, vous voyez, ça peut aussi, on ne sait jamais, mais enfin, on n'en parle pas trop. Alors qu'il me semble que ça a été la question, disons, du logement de masse, me semble avoir été l'une des grandes questions de la modernité, et je poserai quelques questions un peu sur où est-ce qu'on en est aujourd'hui, parce que dans les années 20, 30, 40, 50, 20, 40, question du logement de masse, on n'y pensait pas trop. Mais 50, ça reprend, 60, on fait du logement de masse en grande quantité. Et aujourd'hui, alors qu'il y a en France à peu près, on ne va pas se battre sur les chiffres, hein, mais au minimum, il y a un déficit de 800 000 logements, c'est sûr. Peut-être c'est plutôt 1 million, ça dépend qui vous écoutez. Enfin, voilà. Cette question de produire en grande quantité et relativement vite un certain nombre de logements se pose toujours. Et où est-ce qu'on en est vis-à-vis de ça? Et puis, vous l'aurez compris, la troisième question que je poserai, d'ailleurs en regardant un peu avec un œil légèrement à la fois sympathique et critique, quelques-unes des productions du logement de masse, c'est quelle est la place des habitants dans tout cela. Voilà. En gros, j'ai fini l'introduction, et donc il doit rester 48 photos. Alors, j'ai commencé à un peu où en sommes-nous de la tradition classique, et c'est toujours discutable, mais ça ne fait rien. Il me semble que ce qu'il y a dans la tradition classique, évidemment, je ne vais pas commencer par le Parthénon. Bien. Mais ce qui m'a semblé, et ce n'est pas tout à fait par hasard d'ailleurs, ce qui m'a semblé, c'est que dans la tradition classique, et qui va être une des obsessions des beaux-arts, qui, je le répète, est encore quelque chose d'assez présent dans beaucoup de projets contemporains signés par des gens qui réfutent leur appartenance à une tradition beaux-arts, il y a une conception de l'espace qui part de l'espace intérieur et qui dit l'espace intérieur est un espace unitaire. Alors, mon choix est évidemment très mauvais parce que je me suis aperçu, toujours parce que mes choses ne sont pas bien rangées, que je n'avais pas une photo de l'intérieur de Sainte-Sophie de Constantinople, qui est plus évidente puisqu'il y a une coupole majeure et puis après ça, des petites choses qui viennent le buter. J'ai donc pris, parce que je l'aime bien, Saint-Marc de Venise, où il y a une file de coupole, mais il y a la coupole qui est à la croisée, et quand même, même si elle n'est pas beaucoup plus grande que les autres, est quand même la coupole majeure. Et donc, on a
très clairement expérimenté par les Byzantins. Alors avant, il y avait les Romains qui, dans certains édifices, etc. Mais dans l'Europe chrétienne, qui s'établit à partir de Dioclétien et de quelques autres, il y a, me semble-t-il, une espèce de lien très fort qui se fait entre une conception de l'espace unitaire avec une composition un peu hiérarchisée, c'est-à-dire que dans les grands édifices, qui sont les édifices religieux, et qui représentent à cette époque-là, parce qu'on est dans un monde dans lequel il y a une hiérarchie qui commence par l'idée qu'on se fait de Dieu, à ce moment-là, on a une espèce de vision, on voit que tout est organisé, que voilà, il y a une évidence, il y a une espèce de démonstration de ce que c'est. Après, on en profite pour faire avec des mosaïques, avec des peintures, avec des sculptures, etc. On en profite pour raconter des tas d'histoires et apprendre à des gens qui ne savent pas lire à repérer la propre histoire de l'Église à laquelle ils adhèrent. Mais on a cette espèce d'évidence, et il m'a semblé que c'était une bonne chose de le rappeler. De temps en temps, comme ça m'évitera de le dire, j'ai marqué des dates. La première construction de Saint-Marco, c'est 832, mais comme elle a été démolie, on l'a refait en 1063. Les dates sont toujours approximatives parce que quand on parle d'un bâtiment, même un monument, on ne sait jamais si c'est le moment où la commande est vraiment ferme, le moment où le projet est fini, le moment où on commence les travaux, le moment où on finit les travaux. Alors, ne prenez pas ça pour argent comptant. C'est, en gros, on peut dire que c'est par là la construction de Saint-Marc de Venise, où la reconstruction, évidemment, durait quelques années. Donc voilà, il me semble que, principalement, dans la pensée classique et néoclassique et académique, la coupole, c'est-à-dire cet espace unitaire tellement évident dans lequel la voûte représente aussi le ciel, c'est-à-dire que c'est quelque chose de très ambigu et d'assez émouvant. C'est que on est dans l'édifice et on est sous la coupole, et la coupole est la représentation du ciel, c'est-à-dire que on représente le monde en même temps. Mais on représente un monde qui, dans ce dont nous parlons, une église de Palladio à Venise, le Rédempteur, on représente un monde qui est vraiment sous la direction, si je puis dire, enfin dans la main de Dieu et sous la direction de l'Église. Palladio, il a évidemment un petit peu simplifié les choses par rapport aux mosaïques héritées des Byzantins, mais on est toujours un peu dans la même histoire. Et un petit peu dans les mêmes époques, à la suite du premier projet de Bramante, etc., Michel-Ange fait l'église Saint-Pierre de Rome, qui représente à la fois le siège de la papauté, enfin bref, et qui est une démonstration. Alors après ça, le Bernin est venu amplifier ça avec les ailes latérales, etc. Bon, peu importe, mais on a là, me semble-t-il, quelque chose qui va être dans la tête, mais de tous les architectes. Et alors, ce qui est assez curieux, je ne sais pas si... Non, allez, on en parlera plus tard. Bon, voilà, c'est un très beau plan, très simple, doublement symétrique, bien hiérarchisé. On sait en même temps où sont les éléments porteurs, on sait comment les voûtes s'épaulent les unes les autres pour que la construction tienne. Enfin bref, ça devient une espèce d'idéal, et on en fait comme ça des tas. Et cet idéal, alors, il est assez curieux parce qu'avec une autre conception de Dieu et un détour, mais les Turcs, qui rêvaient de prendre Istanbul depuis très très longtemps, enfin à l'époque ça s'appelait Constantinople, parce qu'Istanbul c'est jamais que le mot Constantinople en turc, mais ils rêvaient de Sainte-Sophie. Et donc ils ont passé leur vie, à commencer par Sinan, qui a dû faire à peu près quelque chose comme 400 mosquées, pas toutes aussi grandes, mais quand même, il en a bien fait une dizaine aussi grandes que Sainte-Sophie. Et donc, bien que ça ne soit pas, alors on ne peut pas dire que la tradition turque soit celle du turc et ottoman, soit celle du classicisme occidental, mais en même temps, il y a cette fascination pour cette espèce d'évidence de la coupole qui va faire que les Turcs vont... Alors voilà, bon, ça c'est une petite vue des rives de la Corne d'Or, où on voit déjà quatre édifices à coupole en premier plan ou au deuxième plan, etc. Donc pour dire que ce n'est pas propre à une
Ça dépasse, mais ça a la même signification, à mon sens, c'est-à-dire quand même, d'une certaine façon, la référence à Dieu et en même temps la coupole comme représentation de la voûte céleste et donc du fait qu'on est au centre du monde. Dieu est au centre du monde, pour aller vite, aussi bien d'un côté que de l'autre, du côté vénitien ou du côté stambouliote. Et puis un petit peu plus tard, alors là, voilà, là, Soufflot, le Panthéon de Paris, qui depuis est devenu plutôt le lieu où l'on célèbre nos gloires nationales, mais qui avait quand même été pensé pour faire une église et qui est une réinterprétation néoclassique de cette même idée qu'on a un plan simple dominé par une coupole qui est évidemment, quand on est dedans, en même temps la représentation de la voûte céleste, et puis quand on est de l'extérieur, un repère absolument fantastique dans la ville, on ne se trompe pas, on voit la coupole, etc. Tout ça va bien, et on arrive là dans les années 1780, et vous vous rendez bien compte qu'il va y avoir une espèce de frémissement qui va légèrement changer les choses. Mais laissons tomber les frémissements qui vont changer les choses, et on se dit qu'un peu plus tard, alors là j'ai pris deux exemples, la cathédrale de Royan, faite par Guillaume Gillet, j'ai noté la date parce que je ne suis jamais très très sûr de moi, 1954. D'après ce que dit l'excellent livre sur l'invention d'une ville, Royan, etc., sorti il y a 3 ou 4 ans. Donc, Guillaume Gillet, avec, il faut les citer, les deux ingénieurs spécialistes des voûtes en béton, Lafaille et Sargère. Qu'est-ce que c'est alors ? Ce n'est pas une coupole, mais néanmoins, quand on rentre dedans, il y a une évidence, c'est un espace unitaire dans lequel la dimension verticale, c'est-à-dire l'idée que le ciel est au-dessus et comme chacun sait, Dieu est dans les cieux, se présente à tout le monde et il n'y a pas de... Voilà, on n'a pas besoin de réfléchir longtemps pour comprendre dans quel espace on est et ce que l'espace veut vous dire. Après, on joue avec du béton armé au lieu de prendre de la pierre de taille ou de la brique. Enfin bon, mais ça c'est du détail. On est finalement toujours dans l'édifice qui est une réinterprétation d'idées de coupole. Celle-ci que j'ai prise en 2 photos parce que à l'époque où j'étais à Brasilia, dans la cathédrale faite par Niemeyer, mon focus ne permettait pas de la prendre d'un seul coup, mais c'est aussi une immense coupole en nervure avec la lumière qui passe partout et puis quelques petits anges qui ont été empruntés à une église baroque du XVIIIe siècle qui sont suspendus comme ça et qui volent dans l'air, etc. Tout ça est tout à fait gentil. Mais là encore, on est dans un espace unitaire qui s'inscrit dans une tradition et qui continue en 1959, et puis on aurait pu en trouver quelques-unes depuis sûrement, à dire en gros la même chose que ce qu'on lui en disait à Sainte-Sophie de Constantinople ou au Rédempteur ou à des tas d'autres. Alors vous me direz, oui, mais attention, il y a aussi le gothique qui, lui, travaille un peu différemment. C'est vrai, mais comme je n'avais pas envie de parler uniquement des églises, j'ai décidé que je ne parlerais pas du gothique, donc je n'ai pris qu'une petite partie de la grande branche néoclassique qui s'intéresse à la coupole. Vers les années 1570, Palladio, pour qui j'ai, vous le comprendrez, une référence, une admiration même quasi sans borne, a cette idée qui est tout à fait surprenante parce que il fait la Villa Rotonda pour un riche commerçant vénète et il fait dans cette villa... Alors les Romains avaient déjà fait ça, mais quand même, là il est assez gonflé parce que il dit, mais au fait la coupole qui représente Dieu quand même, hein, peut-être bien qu'elle pourrait représenter l'homme et que ça pourrait être la maison et non plus la maison de Dieu ou de la communauté, mais la maison de l'homme. Enfin bref, une villa au bord du canal de la Brantas, non, un peu plus loin quand même. Enfin bref, au milieu d'un domaine agricole, etc. Ça, je pense que c'est assez important. Ce n'est pas tout à fait par hasard si ça se passe dans ces années-là, c'est-à-dire le moment où il y a des secousses à l'intérieur de l'unité du monde occidental et où il commence à y avoir la mise en cause de la suprématie de l'Église catholique. C'est-à-dire c'est le début, je ne parle pas des
des orthodoxes qui étaient schismatiques depuis longtemps mais qui sont un peu loin, mais c'est le début où les différentes réformes ou réactions et réformes protestantes mettent en cause l'autorité du pape, etc., etc., et où d'autres commencent ce qu'on appelle l'humanisme, où en même temps on continue à être un honnête chrétien, mais où on se dit, ça se voit très bien dans les écrits de Montaigne et dans un certain nombre d'autres. Montaigne, parce que j'ai lu Erasme, j'avoue que je ne me suis jamais plongé dedans, mais je suis sûr qu'il doit dire des choses un peu du même ordre. Donc voilà, il y a cette idée que peut-être finalement on pourrait mettre la coupole dans la maison et que donc ce signe qui était presque réservé pendant des siècles et des siècles à la religion peut être civil, j'allais dire civilisé, rendu civil. Bon. Je parlais de Soufflot et je disais que la date que l'on attribue à son action sur le Panthéon, c'est 1756-1770, que 1770 c'est évidemment pas très loin avant 1789, et on voit bien que l'autorité et le poids de l'Église, etc., commencent à être un peu vacillants. Et que, mais il va se passer un truc très, très drôle, c'est que peut-être aussi un peu, enfin Palladio a joué un rôle très très important dans la rediffusion d'un certain nombre d'idées sur l'espace, mais dans ces années qui sont juste avant ou au début de la Révolution, il se passe deux choses. La première chose que représentent les deux dessins, les deux plans que vous voyez à gauche, qui sont des plans de l'épreuve du prix de Rome. Il me semble que je ne me suis pas trompé en lisant assez mal la petite date qui est en dessous du titre, la collège. C'était donc le prix de Rome, vous savez, un concours qui est fait par l'Académie d'architecture à l'époque pour donner un premier prix et un second à des étudiants en architecture ou des architectes, peu importe, particulièrement brillants et méritants, qui ont fait sur un même sujet, là il s'agit de construire un collège, un projet particulièrement intéressant qui peut être offert comme un exemple, pas seulement pour s'inspirer, même un exemple à recopier, à vrai dire, pour ceux qui seraient moins talentueux. En gros, c'est ça, l'institution du prix de Rome. Alors, dans ces prix de Rome, à gauche, le premier prix de Rome s'appelle Trouard, et puis à droite, celui qui a au centre un carré et non pas un rond, un cercle, c'est Durand. Jean-Nicolas Louis Durand, qui va devenir par la suite professeur d'architecture à l'école polytechnique et écrire en 1819, publier en 1819, le précis des leçons d'architecture, qui sont en fait ceux qu'il a enseignés à une école d'architecture qui était d'abord, qui est l'ancêtre de l'école des Beaux-Arts et qui était d'abord l'école impériale avant de devenir l'école royale. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que la société commence à se laïciser, que l'idée que l'espace majeur, c'est l'Église, et qui renvoie à la religion, à Dieu et éventuellement au pape, déjà un peu atteint par les schismes des uns ou les hérésies des uns et des autres. Tout ça, après tout, quand on a coupé la tête du roi, on peut bien passer à autre chose. Et donc, mais ce qui est intéressant, c'est que les prix de Rome d'avant la Révolution commençaient à préparer ce qui allait se passer après. C'est là où l'idée que l'Académie est toujours là. Non, l'Académie n'est pas forcément réactionnaire. L'Académie peut être de temps en temps conservatrice par certains aspects et progressiste par d'autres. Et eux disent, le grand problème, ce sont les institutions de l'État et ce sont ce qu'on appellerait aujourd'hui les équipements publics, les institutions. Et donc, on prend les schémas de composition hérités de Saint-Pierre de Rome, etc., sauf qu'au centre, soit on met une grande cour, soit on met une grande salle, on peut faire différentes choses, on organise tout ça, et là, il s'agit de faire un collège. Je ne vais pas vous faire un exposé long sur les prix de Rome de cette époque-là, mais si jamais vous me réinvitez, pas pour une leçon inaugurale, je peux aussi vous parler des prix de Rome, j'adore ça. Passons, je n'ai pas eu de prix de Rome, je suis arrivé. Et alors, cette idée que les institutions, c'est finalement dans une république qui se veut en principe laïque,
c'est ça qui fait le ciment entre les différents membres de la société, ce n'est plus l'Église, c'est la République, ce sont les institutions, ça se voit partout. Alors il y en a un très bel exemple, c'est ce bâtiment qu'avait fait Perret pour les travaux publics et qui est devenu aujourd'hui le Conseil économique et social. Peu importe, je veux dire qu'on peut remplacer une institution par une autre. On a de toute façon besoin d'un grand amphithéâtre, on a de toute façon besoin de salles, grandes salles, petites salles, de déambulatoires, etc. Et donc, vous voyez bien sur la photo du bâtiment de Perret, pas très loin du Trocadéro, que c'est d'une certaine façon encore l'image d'un plan, d'une manière de concevoir le bâtiment comme étant régi par un espace majeur qui est la salle du Conseil et qui est la salle que l'on a mis au milieu. Donc on est, me semble-t-il, toujours dans la tradition de la coupole qui commence, enfin elle a commencé que j'ai commencé avec Sainte-Sophie sans en montrer d'image et Saint-Marc de Venise avec une image. Alors à partir du moment où on a commencé à penser que la coupole pouvait servir à autre chose que faire des choses, des édifices religieux, sérieux, vénérables, etc., on est passé au civil, mais encore avec quand même des... Et puis, à un moment, on se met à passer à un équipement qui n'est même plus une institution, qui est le marché. Ça, c'est le marché de Royan. Il y a le nom, vous retrouvez encore les deux ingénieurs, Lafayette et Sargère. C'est un monument très intéressant d'expérimentation des voiles en béton mince, etc. Comment est-ce qu'on peut couvrir une grande surface avec peu de matière? C'est même une des questions fondamentales de l'architecture. On n'est plus dans le sacré, là, mais on est dans un lieu qui est, d'une certaine façon, et c'est la reconstruction, c'est l'après-guerre. C'est aussi, en France, en tout cas, les années où on commence à penser à la consommation. Non pas, on a de toute façon besoin tous les jours de manger un petit peu pour survivre, mais c'est le moment où la consommation devient quelque chose d'important. Et c'est assez, enfin, je trouve ça c'est assez intéressant de penser qu'on a, comme ça, fait un petit, modeste temple de la consommation en reprenant la figure de la coupole. Et puis, à peu près dans les mêmes années, une des dernières œuvres de Frank Lloyd Wright, si ma mémoire est bonne, d'ailleurs, je me trompe ou je ne me trompe pas? Il a dû mourir avant que le bâtiment soit achevé. Le musée Guggenheim. Alors là, on revient. Ce ne sont plus des institutions pour les grands corps organisés, c'est-à-dire les ministères, les collèges, etc., ce sont les musées. C'est-à-dire ce sont plus des institutions. Surtout aux États-Unis, ce sont des musées. Le Guggenheim, c'est un musée privé. Hein. Mais la culture est quand même considérée comme quelque chose d'important, quelque chose qui peut cimenter la société, quelque chose qui peut permettre de regarder un peu l'avenir avec les mêmes références, etc. Et je suis toujours frappé par le fait que Frank Lloyd Wright, qui Dieu sait, alors lui était hostile aux beaux-arts, hostile à une grande partie de l'architecture européenne, ne rêvait que du Japon et du territoire, la frontière, etc., l'Ouest finalement. Il me semble que quand même, là, il fait une réinterprétation absolument étonnante de la coupole avec cette espèce l'espace majeur dans lequel on monte et puis après ça on descend la spirale et il y a tous les tableaux qui sont sur les murs et on est toujours dans un espace unitaire, ce qui est très rare dans un musée. Très souvent dans un musée, on passe d'une salle à une autre et on perd très très vite l'idée de la globalité du musée. Alors que là, il arrive à faire un musée dans lequel il y a un linéaire d'exposition pour les tableaux qui est assez remarquable, avec en même temps l'idée qu'on est ensemble, unis dans une espèce de commémoration qui n'est pas tout à fait l'office, mais qui est quand même... On aime la même chose et on se reconnaît comme faisant partie du même groupe. Voilà. Alors, sur cette idée-là de la coupole, alors on abandonne le cercle, parce que pour différentes raisons, quoi qu'on puisse y revenir, mais on voit d'autres bâtiments qui sont... Alors j'en ai pris un que j'aime beaucoup, qui est la bibliothèque de la faculté d'histoire
Enfin non, ce n'est pas la bibliothèque de la faculté d'histoire. C'est la faculté d'histoire de Cambridge, dont la salle principale est la bibliothèque que vous voyez esquissée en bas. Et puis quand on lève la tête, on a cette double paroi qui laisse passer la lumière et qui fait que la lumière tombe assez facilement sur tous les livres, etc. Bon. Donc là aussi, on a un espace central qui est celui qui est un espace qui a quelque chose de religieux finalement, parce qu'une bibliothèque, c'est un endroit où on doit être un peu calme, où on doit avoir une certaine révérence par rapport aux livres. Et là, je trouve que cet exemple-là le donne assez bien. Et puis, je prie comme ça, il me semble que dans le jeu que fait Christian de Porzampar, dans cette espèce d'immense médiathèque qui rassemble des tas d'activités et qui se trouve à Rennes et qui doit s'appeler, si ma mémoire est bonne, les Champs Libres, je pense, et le connaissant un peu, mais j'en ai jamais parlé, c'est en montant les images comme ça, je me suis dit, mais en fait, il essaie de faire un petit clin d'œil tout en gardant son propre vocabulaire à lui, qui est très particulier, mais il fait un petit clin d'œil à la composition de Frank Lloyd Wright, c'est-à-dire une grande coupole puis un petit écho plus bas. Mais par contre, commence à arriver là, et ça c'est une vue à l'intérieur du hall d'entrée, à mi-chemin d'un escalier qui monte vers la mezzanine, on commence à perdre, parce que le programme est important, mais pas seulement pour ça, on perd par contre dans cet édifice l'idée de l'unité. C'est-à-dire qu'on ne donne plus dans les édifices, je ne veux pas dire que c'est le premier qui fasse ça, hein, loin de là, mais autant Sterling en 64 encore, évidemment Niemeyer en 59, la cathédrale de Brasilia. De toute évidence, il y a un espace principal et puis tout s'ordonne autour. Là, on commence à être dans quelque chose qui est plus du labyrinthe et qui va être poussé alors à un degré absolument étonnant dans la bibliothèque de Seattle de Rem Koolhaas, qui est cette chose curieuse qu'on rentre dedans et il y a quelques portes, mais très très peu. Il y a quelques portes pour certaines parties de livres rares qui ne sont pas en accès direct et qui sont avec des protections hygrométriques. Enfin, tous les livres un peu anciens, c'est très très contrôlé. Mais sans ça, on peut parcourir avec un nombre d'étages incroyable en prenant de temps en temps ses pieds, l'escalier, un escalator, etc., des ascenseurs. On peut parcourir tout ça presque sans porte dans un espace qui est très difficile d'abord qui n'est pas très simple à mémoriser et qui est très difficile à nommer. De temps en temps, on est dans une grande salle et puis on voit. Alors, j'ai monté là 6 photos de l'intérieur qui sont. Je n'essayerai pas de vous expliquer tout ça. C'est assez étonnant. C'est l'idée aussi qu'à l'intérieur du bâtiment, on peut être au 3e étage et puis à ce moment-là avoir un trou qui vous montre ce qui se passe au rez-de-chaussée. Enfin, tout ça est tout à fait étonnant. Et là, il me semble que dans certaines de ces réalisations récentes, mais je ne voudrais pas sortir de date, mais il me semble qu'il y a une espèce de mise en question de l'idée d'espace unitaire qui, malgré ce que pensaient les gens du mouvement moderne, avait réussi à aller assez bien jusqu'à la fin des années 60. Et il me semble qu'entre la fin des années 60 et puis 2010, par petites touches, en partie l'espace unitaire du monument, de l'institution, a éclaté au profit de quelque chose qui est très difficile à nommer et dont on peut penser, ça fait plaisir à un certain nombre de gens, que ça a été rendu possible par l'ordinateur, mais à mon avis, ça a commencé dans la tête avant d'être dans l'ordinateur. Alors, Fangheri à Bilbao, alors lui, il est absolument parfait parce que non seulement il l'a fractionné dedans, mais il l'a fractionné à l'extérieur. Donc là, mais en fait, il me semble qu'on est encore, malgré tout, le signal urbain, c'est quand même toujours l'idée. Il n'y a pas 36 formes. Hein. Ou bien on a une tour, ou bien on a une coupole. Et là, on a une coupole qui est faite de petits morceaux un peu maniéristes, etc. Voilà, donc question 1. Est-ce que l'espace unitaire a encore du sens ou est-ce que la mondialisation, la multiplication de références qui sont parfois contradictoires, le goût de l'originalité de certains de mes confrères, et puis plein d'autres raisons encore,
ou simplement parfois peut-être aussi la grandeur des programmes, font que ça n'a plus de sens et que d'un certain côté, on peut continuer à aimer, bah oui, le Panthéon de Rome, évidemment. J'aurais dû, mais allez, passons. Alors il y en a qui continuent à faire des coupoles, mais alors là c'est tout à fait étonnant, c'est Calatrava à Valencia. J'ai toujours l'impression enfin je vais dire quand j'y vais, j'y étais qu'une fois. J'ai pas une envie folle. J'aime beaucoup Valencia, mais j'ai pas une envie folle de retourner là. Mais j'ai toujours l'impression qu'on est dans la guerre des petites bêtes qui sont devenues immenses, quoi. Une espèce de méchantes fourmis, on ne sait pas. Bref. Bon. Et alors curieusement, peut-être que ce qui reste encore aujourd'hui comme espace unitaire évident et simple, c'est le stade. Ça m'ennuie un peu, d'abord parce que j'aime pas les stades, ça c'est complètement personnel, mais voilà, je me disais, mais finalement, on n'a pas tellement évolué là-dessus. C'est-à-dire la persistance d'une ou deux formes qui ont été à peu près calées vers le milieu de l'Antiquité, et puis abandonnées un certain nombre de temps, puis revenant. Peut-être que c'est la seule coupole moderne qui existe encore, c'est le stade, jusqu'à ce qu'un architecte rempli de génie arrive à casser complètement la figure du stade. Passons. Il ne faut pas que je traîne trop, hein, parce que là, j'en ai fait que le tiers. Vous en faites pas, après j'accélère, une fois que c'est lancé. Alors, je parlais de l'irruption de la question du logement et de la grande quantité. On ne va pas dire encore que sous Haussmann et Napoléon III, on est dans le logement de masse, mais enfin, malgré tout, la transformation de Paris fait qu'on construit à une échelle qui n'avait pas d'équivalent précédemment. C'est rien par rapport aux problèmes d'aujourd'hui, mais c'est énorme. C'est énorme et on construit de manière répétitive, donc on construit avec des modèles, on construit d'une manière industrielle et industrialisée, parce que l'architecture haussmannienne, quand on la voit de l'extérieur, on pense que c'est de la pierre de taille, mais elle est pour beaucoup, en tout cas les planchers, construits en métal, donc on n'est pas du tout... au passage, on a quelquefois quelques auteurs, Le Corbusier en premier, et puis quelques autres par la suite, ont expliqué que les architectes académiques ne savaient pas construire, et ils construisent parfaitement. On peut ne pas aimer ce qu'ils construisent, mais un immeuble haussmannien est beaucoup plus solide que la Villa Savoie de Le Corbusier. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Fin de la parenthèse. Donc, on est dans de la production de masse. Alors, sous Haussmann, elle est liée... La transformation de la ville est liée à l'arrivée du chemin de fer, à l'arrivée du gaz, à l'arrivée de... Petit à petit, l'électricité va permettre d'avoir des ascenseurs, etc. Au début, il y a des ascenseurs hydrauliques. Bon, peu importe, tac, et puis ça donne ça que je vous ai montré tout à l'heure, je passe là-dessus. Et puis en même temps, ou juste un peu après, on commence à se préoccuper un peu du logement social. On s'en préoccupe plus en France, sous Napoléon III, pour faire de la communication que pour en faire vraiment, parce que le nombre de logements sociaux construits par Napoléon III à Paris doit, si ça dépasse un peu les doigts de la main, mais enfin, s'il en a fait 60 ou plus, je ne sais plus combien, à la caserne machin, là, bon, bref. Mais les Anglais, qui sont un peu pragmatiques et dont l'industrie se développe plus vite que la nôtre, se disent, si on veut que les gens travaillent, il faut les loger. Si on veut qu'ils travaillent bien, il faut les loger pas trop mal. Et donc, ils lancent, d'abord sous une forme charitable, du logement. Là, on est dans le logement de masse, on est dans le logement social, on est dans le logement ouvrier, on est dans le logement économique. Je ne veux pas faire une longue analyse de ce bâtiment, dont vous voyez là 2 photos qui sont prises comme ça. Il a été démoli depuis, je suis très content d'avoir retrouvé une vieille diapo remplie de taches, mais qui en... Qu'est-ce que c'est d'autre que des rangées de toutes petites maisons qui sont superposées les unes aux autres et qui sont desservies par des coursives en métal qui viennent devant comme si on avait pris le trottoir et puis qu'on avait superposé les trottoirs. Voilà. Je pense que dans l'expérience anglaise notamment, il y a cette idée très intéressante que le logement économique ouvrier, c'est la petite maison multipliée et posées les unes au-dessus des autres parce qu'on n'a pas beaucoup de terrain et que sans ça, on ne sait pas où les mettre.
Donc on a cette idée un peu de superposition en même temps que de répétition qui me semble faire partie. Alors on pourrait en discuter parce qu'il y a eu d'autres expériences en France, il y a eu le Phalmistère de Guise, il y a eu des tas de choses, mais enfin en Angleterre en tout cas c'est très clair, et puis ça va être repris par des tas d'autres, en Belgique, en Hollande, etc. On a ça qui est dès le début. Et puis après ça, les architectes ont d'autres idées. Walter Gropius a cette formule de l'immeuble en lamelles qui souvent est traduit en français lamelliforme, mais je trouve que c'est difficile à prononcer. Bon, de grandes barres très très minces comme ça qui montent assez haut, dans lesquelles là on n'a plus de distribution par coursive, mais et qui va, bon, ça c'est peut-être c'est pas 1930 la date précise, hein, peu importe, mais c'est en tout cas ce moment-là. Là, c'est pas la peine de enfin, on a inventé là, en gros, l'espace du grand ensemble. Hein. C'est très clair. On va rester là-dessus pendant 30 ans. Avec des variantes, ça c'est un projet pour Brasilia qui a été fait par un architecte qui s'appelait Rino Levi et qui n'a pas été réalisé et qui était plus audacieux encore parce que ces espèces de grandes plaques là doivent monter non pas à une douzaine d'étages comme Gropius, mais bon, c'est une vieille histoire. Allez, dans cette période à grands traits, ce qui me semble qui arrive, c'est deux choses. Alors là, je reviens particulièrement en France parce que l'histoire de l'architecture n'est pas la même partout et les Français, mais vous êtes à Grenoble particulièrement bien placés pour le savoir, les Français sont les champions du béton. Ils ont inventé Vicat à côté d'ici, ils ont inventé le calcul du béton, puis du béton armé, puis etc. Alors il y a quelques autres pays qui n'ont pas été trop mauvais non plus, et avec lesquels d'ailleurs nous avons des relations culturelles absolument délicieuses, notamment le Brésil. Alors là, les Brésiliens se sont engouffrés là-dedans. Donc, il me semble que dans cette deuxième partie de la modernité liée à la question du logement, il y a la rencontre très importante en France, mais qui va se généraliser dans un très très grand nombre de pays de ce qu'on appelait à l'époque les pays industrialisés. En tout cas, le béton, pas partout, mais l'autre photo, la suprématie de l'automobile partout. Ça, on a passé une grande période dans laquelle on n'en est pas encore complètement sorti, on a même un peu de mal à en sortir. Peut-être qu'une ou deux secousses de plus feront qu'on en sortira, secousses économiques. Quand le prix du baril aura doublé, on s'arrêtera peut-être. Bon. Mais en tout cas, on a cette idée de la mobilité individuelle, plus le béton, et alors à ce moment-là, tout est possible. Je ne vais pas vous raconter l'histoire, la ville comme disait Henri Lefebvre, la ville se répand dans l'urbain. Alors, on a quelques exemples qui sont assez émouvants. Exemple historique, Sarcelles, le premier grand ensemble. 1200 logements, c'est quand même pas mal. Hein, enfin, 12 000 logements, pardon. Ça vous fait... Le grand ensemble fait 60% de la population de la ville. Alors, comme Sarcelles, ça avait été fait par un architecte en chef avec un ou deux bâtiments qui avaient été faits par un autre, et puis une ou deux copropriétés où ils avaient trouvé un architecte privé, mais enfin... Grosso modo, c'était assez monotone. On a décidé, dès que ça a été lancé, on s'est dit non, il ne faut pas continuer. Et on a dit on va faire l'anti-Sarcelles. Ça a été le grand ensemble de Massy-Antony, 15 000 logements, dont je vous laisse juger de la grande différence qu'il offre. En gros, vous me direz, je triche un peu parce que c'est des vieilles photos en noir et blanc, c'est vrai. Mais quand même, pour connaître assez bien les deux, il n'y a pas des différences énormes. Depuis, on en a fait des tas d'autres, je ne vous raconte pas. Si, je vous raconte. Ah ben oui, justement. On n'est pas les seuls quand même. Les Anglais en ont fait, les Allemands en ont fait, les Russes en ont fait. Alors là, les Chinois en ont fait pas mal, et les Brésiliens ont eu cette idée absolument merveilleuse de transférer leur capitale, abandonner Rio et mettre Brasilia au centre du pays, et là, d'avoir une politique assez égalitaire de grands quartiers résidentiels qui, au départ, devaient mélanger un peu toutes les classes sociales et qui étaient faits sous cette forme que vous voyez là, comme si on avait pris, je ne sais pas, Sarcelles plus Sarcelles plus Sarcelles plus... Mais c'est pareil. Tout ça, ça marche... À vrai dire, là, comme c'est devenu assez cher d'y habiter,
que dans la partie résidentielle du plan pilote, il n'y a quasiment pas de pauvres, ou même de gens qui soient un petit peu limités sur le plan des moyens, il n'y a pas trop de difficultés pour l'instant, pourvu que ça dure. Ça, c'est une version anglaise qui est plus complexe parce que les Anglais ont toujours adoré jouer avec les coupes, creuser un peu, monter, laisser des transparences. Enfin, c'est bien, c'est Barbicane au centre de Londres, très bonne densité, avec cette idée aussi qu'on voit mal, mais que je cite quand même, que dans quelque chose qui est un peu de l'ordre de la répétition, comme ça, quand on est au pied, en bas, on est près de l'herbe et qu'il n'y a aucune raison de ne pas en profiter. Et quand on est en haut, sur la terrasse, on est ailleurs et on peut avoir comme des petites maisons posées en haut. Il y a ces deux idées que la base du bâtiment et le sommet du bâtiment offrent sur le logement des choses un peu différentes que je trouve très intéressantes chez les Anglais. Mais si vous voulez, vous me réinvitez une autre fois, je vous parle d'architecture anglaise, j'adore ça. Et puis le Mirail, cette grande chose avec le sympathique Georges Candilis, qui j'ai eu la chance d'avoir comme professeur de théorie à l'École nationale supérieure des beaux-arts et qui nous a enthousiasmés en présentant son premier projet pour le Mirail, en nous disant que enfin on avait corrigé la froideur des grands ensembles et du mouvement moderne et qu'on avait réinventé la rue. Ce que vous avez dans une version adaptée par mes excellents confrères de l'AUA, pas très loin d'ici, d'ailleurs on est même en partie dedans, quoi. On est dans cette logique qui est un peu le Tim Ten français, qui était tout à fait généreuse et qui essayait de dire mais non, on peut mêler le logement, les équipements, avoir des parcours comme ça sans risque, etc. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin pour vous dire que ce monde qui nous a semblé idéal, et comme je commençais mes études d'architecture à l'époque, j'ai été au Mirail voir les premières réalisations quasiment en pèlerinage. Enfin, je veux dire, c'était aussi important que d'aller à Rome, de voir ce qu'allait être l'architecture de demain. Depuis, j'y suis retourné, je suis moins évident. Bon, allez, passons. Tout ça pour dire que derrière cette question, il y a la question de la densité. Alors là, bon, 2 photos, c'est à Shanghai. Ça, c'est pris d'une de ces voies qui doivent passer à peu près à 15 mètres de haut, ils traversent des voies rapides qui quadrillent la ville. Bloom. C'est une belle expression de la densité, mais pas trop avec des hauteurs mesurées encore, quoi. Ça ne dépasse pas une quinzaine d'étages. Et puis, quand on est plus dans le centre, on peut trouver des choses qui sont toujours de l'habitation. On voit bien qu'il y a une tour de bureau derrière, mais qui sont... Voilà, on monte vraiment. Bon. Donc, on a ça. C'est-à-dire que ce qui me... Pourquoi je pose ça sous forme de question? Parce que là, je vous raconte ce que je pense des choses. Hein. Vous allez me dire, où est la question? La question, elle est que je crois qu'on n'échappe pas, même si on a fait semblant en France, en prétextant que la démographie n'était plus ce qu'elle était, que ceci, cela, etc., même si on a fait semblant de croire qu'on pouvait revenir à plus de petites opérations, etc., je pense que l'on n'échappe pas à la question de la production de masse et que la question, elle est de savoir ce que l'on en fait. C'est-à-dire que, est-ce que le modèle, c'est Shanghai? Il y a un centre de beaux esprits, d'ailleurs, qui trouve que c'est la ville la plus agréable du monde. Moi, je ne la trouve pas antipathique pour le peu que j'en connais, mais je la connais comme quelqu'un qui y a été 2 fois et qui vit, quand il y va, dans un tête du centre, en allant de temps en temps un peu à la périphérie, voir l'endroit où il y a encore des paysans qui cultivent des petits lopins de terre. Par contre, vu l'étendue de la ville, il n'est pas sûr que les choses soient si simples. Donc je pense que là, on a une vraie question. Qu'est-ce que l'on fait de la question de la production de masse du logement, à laquelle on fait semblant depuis quelques années, on va dire peut-être depuis Giscard d'Estaing, peut-être même depuis Chalandon, avec les petites chalandonnettes, en disant bon, on n'a pas besoin de construire des immeubles, des étages, tout ça, ça coûte cher à entretenir, les habitants veulent des maisons individuelles, etc. Bon. Qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, je trouve qu'il y a là une question qui mérite d'être mûrement réfléchie et laquelle j'ai pas de... Oui, c'est pas une conférence dans laquelle je viens en vous disant voilà la question et puis en même temps je vous glisse voilà la réponse. Là, en fait, c'est peut-être les questions que je me pose. Je me dis qu'après tout, voilà. Si vous m'invitez, c'est pour que je vous dise les questions que je me pose, pas les réponses. Les réponses, on verra. Alors, là, je retombe sur Brasilia, dont on a vu et puis une unité. Alors, vous savez que Brasilia, le plan de Lúcio Costa,
il définit que les quartiers d'habitation sont faits par un ensemble d'unités qu'il appelle des quadras, ce qui est grosso modo le même mot que l'îlot carré de la ville coloniale espagnole, mais je rappelle quand même que le Brésil, étant une colonie portugaise, n'est pas du tout dans le système quadrillé. Et puis il les regroupe pour faire un super quadras dans lequel il y a au centre les 2 barrettes de commerce, et puis etc., etc. À droite, la maquette d'un des super quadras historiques, qui est d'autant plus historique que là, non, si, voilà, là, le petit triangle là, c'est la très jolie petite... ah, zut, raton. Ah ben là, vous n'avez pas de chance. Moi non plus, si, ouf. Attendez, je regarde quand même si j'arrête, parce qu'on ne sait jamais, non? Bien, allez. Oui, c'est la petite chapelle d'Oscar Niemeyer qui est assez jolie. Et puis il y a des équipements, il y a des écoles, il y a des clubs, il y a toutes sortes de choses. Et puis le dessin, c'est ce que j'ai été observé sur place, c'est des annotations, etc. Qu'est-ce que je veux dire là-dessus? Et là, vous avez compris que j'étais en train de passer rapidement du point numéro 2 au point numéro 3 et que donc, dans 10 minutes, j'ai fini. On est dans une composition volumétrique qui est directement issue du mouvement moderne. On a un plan libre, on a des bâtiments qui sont sur pilotis, on peut passer dessous, etc., etc. On est dans toute l'idéologie qui a guidé le mouvement moderne pendant pas mal de temps, jusqu'à il n'y a pas longtemps d'ailleurs, qui est ayant une espèce de grand terrain libre dans lequel les gens auront l'impression de vivre dans un parc. On n'est plus dans la propriété privée, etc., etc. Et puis, c'est Brasilia, c'est la capitale fédérale. Il y a un gouvernorat qui gère cette capitale. Il y a un service d'urbanisme extrêmement tatillon. Il y a Oscar Niemeyer qui est encore vivant. Il y a la fille de Lúcio Costa qui est toujours là. Et donc, il ne s'agit pas de... Tout ça a été classé patrimoine mondial. Il ne s'agit pas de sortir des grandes lignes qui ont été données avec beaucoup de... Enfin, moi, je suis assez admiratif de l'histoire de Brasilia, de la personnalité de Kubitschek, qui était le président de la République de l'époque, etc. Et puis, dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, même si, très discrètement, voilà, ça c'est un des bâtiments parmi tant d'autres, c'est un bâtiment qui font 6 étages, rez-de-chaussée avec des pilotis, une façade avec des vitrages et des pare-soleils, et puis l'autre façade avec d'autres types de pare-soleils qui cachent les parties privées du... Donc on a une espèce de chose assez belle avec cette lumière qui filtre par les claustras, etc. Bon, passons là-dessus. Quand on va se promener sur place, on s'aperçoit que d'une manière très discrète, parce qu'il ne s'agit pas de mettre des murs, il ne s'agit pas de mettre des clôtures avec des fils de fer, etc., des grilles. Non, ça c'est... Mais les habitants s'arrangent pour soit mettre une rampe à un tel endroit pour aider la personne âgée à monter 3%, etc., soit mettre des tuteurs pour mettre une petite bordure de plantes basses, etc. Mais ils s'arrangent pour dire très clairement voilà les chemins que l'on autorise et le reste, vous ne passez pas. Et ça, c'est très curieux. J'en ai fait l'expérience, hein. Bon, je vous assure, là, j'y étais assez souvent dans ce coin-là. Tout est fait pour que, autour du bâtiment, il y ait un domaine qui est celui du bâtiment, de ses habitants, de son gardien, etc. Et que vous êtes prié, de passer un peu à l'écart du bâtiment. La vue passe, mais vous ne passez plus. Et beaucoup de bâtiments sont en train de se mettre dans des situations d'accès en cul-de-sac, notamment pour les piétons. Pour les voitures aussi, ça a toujours été en cul-de-sac pour les voitures, passons. Voilà, c'était pour dire que même si c'est peu de choses, cette espèce d'idée que le sol est à tout le monde est une idée qui ne semble pas reconnaître l'adhésion des habitants. Ils pensent que s'ils habitent là, eh bien devant, ils sont encore un peu chez eux. Il n'y a pas de grand élan de fraternité. Ça, c'est un HLM. Alors, un HLM au Caire, c'est pas les gens qui ont le moins d'argent. C'est des gens qui ont un emploi, généralement un emploi industriel, et qui donc ne sont pas le plus bas de l'échelle sociale.
Mais c'est un HLM desservi par Coursives, donc réinterprétation de modèle anglais du début du siècle. Et si vous voyez les habitants, assez intelligemment, ils se disent que quand ils sont en bas, le dernier niveau, la coursive, c'est jamais qu'un morceau du rez-de-chaussée, mais qui est devant la rue. Donc ils se disent qu'on n'a pas besoin d'avoir un trottoir à côté du trottoir, et donc, comme au-dessus, c'est couvert par la coursive d'au-dessus, et que les logements ne sont pas très grands, ils avancent. Donc ils ont gagné 2 mètres, et vous les voyez mal, mais je ne mets pas le doigt parce que sans ça, l'image va encore partir. Mais derrière le linge qui sèche, vous voyez qu'ils sont tous ramenés leur façade à l'aplomb de la balustrade, enfin du garde-corps extérieur de la coursive. Vous remarquerez aussi, vous remarquerez mieux si je vous le dis d'ailleurs, qu'au bout de la coursive, le dernier, il s'est dit qu'on n'a pas besoin, donc il ferme la coursive quand il est devant chez lui. Mais le plus amusant, ce que je trouve toujours, j'aime beaucoup cet endroit, c'est celui qui est en bas et qui lui s'est dit, au fait, le trottoir ne sert pas à grand monde, et donc moi j'avance sur le trottoir, je me fais un petit jardin. On voit, rien qu'à la manière dont il a fait les petits murs autour, que c'est quelqu'un qui vient du sud, donc tradition de paysan. Il fait ce petit jardin, il enlève un peu de macadam ou de pavé ou je ne sais pas quoi, il plante des plantes, et du coup, après ça, il a une attente avec celui d'au-dessus, et c'est celui d'au-dessus qui arrose en mettant un jet d'eau par-dessus. Et donc tout le monde est content parce que ça fait un endroit de fraîcheur, il y a quelques oiseaux qui, à la tombée de la nuit, viennent piailler, etc., etc. Donc je me dis que, moi, enfin voilà, vous en penserez ce que vous en pensez, moi je suis absolument fasciné par la puissance poétique de ce petit ajout avec cet enclos qu'a construit cet habitant en disant ben voilà, je ne fais de mal à personne et je rentrerai chez moi en pleine ville en passant dans un jardin. C'est vraiment au centre du Caire, hein, c'est pas dans des périphéries lointaines. Alors, dans le même genre, parce qu'il n'y a pas de raison de l'oublier, les Cairotes sont des gens assez étonnants, c'est-à-dire que ces logements sociaux-là, c'était des logements sociaux en location-vente, c'est-à-dire qu'il y avait un bail de 20 ou 25 ans, et au bout de ce bail, les habitants étaient reconnus propriétaires. Système de coopératives et de syndicats, enfin lancé par Nasser, etc. Et modèle initial, vous voyez, vous oubliez tout ce qui dépasse un peu, vous voyez que c'est bien tramé, assez strict. Au bout, quand les gens arrivent au bout de ces 20 ou 25 ans, ils disent « bon, maintenant, je suis chez moi ». Et là, vous pouvez raconter tout ce que vous voulez à un Cairote, vous ne l'empêcherez jamais de dire « je ferme le balcon », ça c'est acte 1. Deuxième, alors évidemment, il a gagné la profondeur du balcon dans ces logements qui ne sont pas très grands. Acte 2, puisque j'ai fermé mon balcon, j'ai plus de balcon, donc je refais un balcon devant. Alors, il y a 2 cas. Celui que vous voyez sur la photo de gauche, je fais le balcon devant en ayant du métal et en mettant un porte-à-faux en métal, ou bien ce que vous voyez sur la photo de droite, je m'entends avec celui d'en dessous, et à tous les deux, mais je ne m'entends pas, il s'est engueulé, ça, c'est pas la peine de faire une longue étude, je peux vous raconter l'histoire. Il ne s'entend pas avec les deux des étages plus bas. Donc, ils font leur grille de poteaux de béton pour venir doubler à peu près l'épaisseur du bâtiment, et comme ils ne sont pas entendus avec les autres font des petits ajouts, on ne le voit pas très bien ici, mais font des petits ajouts beaucoup plus minimes. Ils n'ont pas le droit on leur dit non, vous n'avez pas payé le poteau, donc vous n'avez pas le droit d'y aller. Donc tout ça doit rendre des... Alors, accessoirement, on peut aussi, quand on est au dernier étage, faire un étage de plus au-dessus pour loger la famille de province, etc. Donc voilà, c'est dans le même groupe. Là, vous voyez, sur celui de droite, vous voyez que celui du rez-de-chaussée et du premier étage ont dû s'entendre, mais ils ne sont pas entendus avec les autres, ce qui fait qu'il y a 2 systèmes. Voilà. Enfin, vous allez me dire, il est un peu gonflé parce que pour une séance introductive à la question de l'architecture, parler de ces immeubles qui ne sont pas dans un état fantastique, dans lequel on voit tous les tuyaux avec leur fuite, ils ne gèlent jamais au Caire, heureusement, qui passent à l'extérieur, on voit les fenêtres bouchées, tout ça, ça a été bricolé. Vous allez me dire, c'est pas très bien. Eh bien oui, mais je pense que c'est quand même assez important de se dire que c'est un peu extrême. C'est toujours plus facile de monter des choses extrêmes que de montrer des choses plus modestes. Ce que j'ai montré tout à l'heure sur
les hauts fonctionnaires de la haute administration fédérale qui habitent dans le plan pilote, ils ne vont pas faire des choses comme ça à Brasilia. Ils vont faire des petites choses qui vont être très soignées, puis ils ont de toute façon un gardien qui fait jardinier, qui arrose, etc. Là, c'est plus hard, quoi. C'est pas... Le point initial, là, c'est 2000 logements qui ont été faits avec le même modèle de la barre, 4 étages, enfin, rez-de-chaussée plus 3 étages, répétés, je ne sais plus, combien de barres, je l'avais calculé, je ne l'ai plus en tête. Mais ça me semble faire partie des questions que nous devons nous poser. Nous devons nous demander pourquoi est-ce que les habitants ne sont pas remplis d'admiration pour ce qu'on leur propose, bien que quand on leur propose, et quand ils sont rentrés dedans, nous on a interviewé quelques personnes à l'intérieur, ils sont ravis, parce qu'il vaut mieux avoir un 3 pièces avec le confort, l'eau courante, etc., que d'être dans l'habitat dit informel, dans lequel on n'est pas raccordé à l'égout, dans lequel l'eau n'arrive pas toujours, etc. Donc ils sont assez contents. Ce n'est pas un refus a priori de ce qu'on leur a offert, pardon. Mais c'est simplement que si vous avez une famille moyenne, allez, les 2 parents, là au moins 3 enfants, si ce n'est 4, forcément à un moment ou à un autre, une vieille maman qu'il faut recueillir parce qu'elle est toute seule, parce qu'elle ne sait pas, etc., et que vous avez un logement qui fait une salle de séjour et 2 chambres, c'est quand même un peu petit. Et donc, vous avez envie que ça soit plus grand. Donc, il y a cette question essentielle qui n'est pas celle du goût esthétique, etc., mais qui est: est-ce que le logement que nous produisons laisse une part à l'initiative de l'habitant? Et de ce point de vue-là, ce que font les habitants sans demander la permission à personne, notamment au Caire, parce qu'ils sont plus gonflés qu'ailleurs, mais on peut le trouver dans des tas d'autres pays, me semble tout à fait intéressant. Et d'ailleurs, je me demande toujours pourquoi la France est un pays où l'urbanisme est tellement corseté qu'alors là, vous ne voyez pas un grand ensemble qui bouge. Pour avoir un peu travaillé pas loin d'ici, je peux vous dire qu'il faut se battre pendant des années pour qu'on arrive à épaissir légèrement un bâtiment. À contrario de cette grande épopée du logement collectif de masse, etc., il y avait eu, avec des formes différentes, l'idée qu'on pourrait aussi faire du logement social par des petites choses côte à côte. Et les Anglais, eux aussi, ont fait ça avec des densités qui sont quand même assez fortes. Et puis, toujours à Brasilia, les Oscar Niemeyer et Lucio Costa avaient fait à toute vitesse des maisons en rangée. C'est assez curieux. Les immeubles avec ascenseur et tout, c'était pour les hauts fonctionnaires. Et un peu plus loin, les maisons, c'était pour les petits fonctionnaires. Pas d'ascenseur, moins de dégagement. Et au départ, la photo de gauche, c'est à peu près la maison telle qu'elle était au départ, sauf qu'au départ, il n'y avait pas de grille. C'est-à-dire qu'il y avait une claustra et on avait une petite partie un peu privative, et puis on rentrait dans la maison et tout le monde était prié de s'aimer. Bien. Et puis à droite, c'est une même maison de la même famille, et puis les maisons voisines. Et là, vous vous apercevez de 2 ou 3 choses que je vais essayer de vous énumérer. Vous en faites pas, on va bientôt s'arrêter. Première chose, bien entendu, la partie qui est à eux a été entourée d'une clôture pour différentes raisons. Le Brésil est un pays charmant, mais en même temps qui peut être assez violent, et donc on est chez soi, et puis si on a des petits-enfants, ils ne sortent pas, et puis si on a un chien, il ne va pas, ou bien les chiens des voisins ne viennent pas manger, enfin bref, etc. Ça, c'est acte 1, et jusque-là, tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Acte 2, ce qui est beaucoup plus amusant, c'est ce qui se passe devant, que vous voyez peut-être pas très très bien, mais en face de chaque maison, les habitants, ils ont privatisé ce jardin qui est à eux. Ils l'ont acquis, mais ils ont mis une clôture. Et puis devant, il y a un espace qui doit faire à peu près 25 ou 30 mètres avant la maison voisine. Les voitures sont priées d'être sur les rues au dos, donc il n'y a pas de voiture là-dedans. Et ils se disent, tout ça c'est très grand, on n'a pas besoin
de tout ça. On peut laisser les gens passer. Il y a quelques arbres qui ont été plantés. Donc, ils commencent par se prendre en face de chez eux un petit carré. Alors, ce n'est pas tout à fait la même chose dans tous les cas. C'est-à-dire, soit ils prennent le petit carré collé à partir de chez eux, c'est-à-dire qu'ils ouvrent leur porte, ils sont dans un carré qu'ils considèrent comme étant leur carré, et le piéton est prié de passer de l'autre côté du carré. Autrement dit, dans les 20 mètres il reste une allée piétonne au milieu et puis 2 carrés de 10 mètres qui ont été rattachés à chacune des maisons. Ou bien, ils disent non, c'est plus commode de laisser le passage devant la maison et puis 2 passages piétons, et de l'autre côté du passage, on a le petit carré. Et là, vous ne le voyez pas, mais vous pouvez me croire, ça a l'air très gentil. C'est très agréable, les gens doivent s'entraider, ils doivent se prêter des plantes, etc. Et ils ont trouvé une plante que l'on appelle là-bas, mais je ne le dirai pas en portugais parce que je serais absolument nul, mais qu'on appelle la couronne d'épines, qui est une plante qui pousse à peu près grande comme ça et qui est d'une méchanceté absolue. C'est-à-dire qu'ils la plantent comme ça, et finalement, même les chiens ne vont pas trop se frotter à la couronne d'épines. Donc, ils isolent par des procédés extrêmement discrets un petit bout de jardin, ils entretiennent, ils plantent des arbres, ils les arrosent, et à certains endroits, ils s'y sont tous mis, ce qui fait que je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas si un jour l'armée va venir avec des bulldozers et tout raser, ou si on va dire, puisque c'est comme ça, allez. Là, c'est toujours les mêmes maisons d'origine, hein. On ne revient pas là-dessus, c'était la pureté du mouvement moderne. Vous voyez ce qu'en font les habitants, avec des formes très différentes, et quelque chose qui va peut-être se voir là. Ah oui, c'est ça, c'est que une fois qu'ils ont fermé, vous comprenez, vous allez comprendre, une fois qu'ils ont fermé leur jardin, ils se disent, mais au fait, une maison n'est jamais assez grande. On peut donc avancer un petit peu dans le jardin. On avance un coup, puis on laisse une véranda à l'extérieur où on met des hamacs pour être dans un courant d'air, etc. Puis au bout d'un certain temps, on se dit, mais on pourrait aussi fermer la véranda. Et puis au bout d'un certain temps, il n'y a plus de jardin. Et donc vous comprenez qu'ils sont là en train de préparer le moment où, ayant comblé le jardin dont ils sont propriétaires, ils pourront avoir comme jardin un terrain devant où ils ne sont pas propriétaires. Tout ça, ça peut vous sembler complètement loin de la question de l'architecture, mais ça fait partie des choses qui non seulement me passionnent, mais me font dire qu'on devrait, dans l'architecture et dans l'urbanisme, essayer de prendre en compte tout cela, parce que finalement, ça ne coûte pas cher à l'État, puisqu'on est dans une période où il faudrait de temps en temps fermer un peu les robinets. Vous donnez aux habitants une maison initiale qui n'est pas énorme, et puis l'habitant va, à son rythme, selon ses moyens, selon ses goûts, etc., la transformer pour faire que, alors j'en ai vu quelques-unes, on démarre avec 120 mètres carrés, on finit avec 450. Hein. Ça devient absolument, comme la végétation est assez heureuse dans ce pays, on en a partout en plus, enfin tout ça, il y a des douches sur les toits, enfin c'est absolument prodigieux. Bon, voilà. Et alors je ne pouvais pas m'empêcher de penser, mais au fait, quand Le Corbusier a eu l'idée de ce qu'il appelle la cité-jardin verticale, enfin dans les différentes versions, ça a changé de nom, mais qui était de prendre le petit pavillon isolé de l'exposition de 1925 et puis de le superposer pour faire... Qu'est-ce que c'était d'autre que de dire, dans le logement en immeuble, chacun doit être chez soi comme s'il était dans une maison, au sens presque originel. Je ne vais pas oser quand même ici faire une allusion latine dans une école qui a eu l'enseignement de Bruno Chesan, mais c'est quand même... chez soi, c'est sua casa. Hein. Être chez soi, c'est être dans sa maison. Et donc je trouve que c'est assez intéressant de regarder ce que font les habitants à la lumière des dessins un peu théoriques de Le Corbusier, de se dire finalement il avait du flair, hein. Il avait senti le truc, mais par contre on ne lui a pas forcément après laissé le faire partout. Alors je termine comme ça, j'aime bien les Pays-Bas, donc je trouve qu'il y a quelque chose, voilà. Au pied de cet immeuble que vous voyez à gauche, avec des balcons qui sont un peu... le mur est en biais. Alors, quand on voit ça sur le plan, on se dit oh, c'est emmerdant, cette espèce de maniérisme moderne où on n'a plus d'angle droit. Et puis quand on va sur place, on se dit mais c'est vachement astucieux, parce que dans un pays où le soleil n'est pas violent tous les jours, quand il y a beaucoup de soleil, il y a une partie où on est dans l'ombre, et quand il y a moins de soleil, il y a une partie où même...
ils rentrent facilement. Passons. Au rez-de-chaussée ou dans un rez-de-chaussée légèrement surélevé, c'est les deux photos qui sont à droite. On est comme dans une petite maison. C'est-à-dire que vous êtes dans un petit jardin privé au sol où vous rentrez chez vous, vous montrez trois marches et puis vous êtes chez vous. Ben, celui d'au-dessus, ben oui, il n'est pas au rez-de-chaussée, donc il n'a pas ce petit jardin. Et puis, peut-être que l'égalitarisme tel qu'on l'a conçu parfois dans les grands ensembles français n'est pas la meilleure façon de rendre le maximum de gens heureux. Là, c'est simplement un exemple de construction en Suisse, à Bâle, ou à côté de Bâle, où dans une espèce de petite rue, enfin au trottoir surélevé parce qu'il y a un peu de pente, on se dit, mais voilà, là, les gens sont chez eux. On ne vient pas les emmerder, ils rangent leur vélo, ils plantent des arbres dans des gros pots, à côté des gros pots, etc. Et comme il y a tout un paquet de ronces qui font au mois d'août des mûres merveilleuses, ils envoient même les enfants cueillir le dessert. Et puis ça, c'est encore aux Pays-Bas, dans un truc beaucoup plus simple, dans les grandes îles de Java, Sporenbourg, etc., les anciens docks du port d'Amsterdam. Simplement, voilà, on est sur le trottoir et on a sur le trottoir, devant chez soi, une terrasse qui ne vous appartient pas, mais qui est le trottoir. Puis de l'autre côté, il y a de l'eau. Ce qu'on voit derrière dans le reflet, je crois, on voit des... Bon. Toc, ça c'est une autre façon d'être. Mais il me semble qu'il faut s'intéresser à la question du logement. Et j'ai fait juste une exception à ce que je vous ai dit en introduction. Ça, c'est un petit bout du travail qu'on a commencé à faire et presque fini sur le quartier Tesser à Grenoble, dans lequel, réalisé autant que je me souvienne par un architecte qui doit s'appeler Roda, et qui était simplement cette idée que, beaucoup plus modeste que ce que j'ai évoqué précédemment, mais que donner aux gens du rez-de-chaussée un petit bout de terre et puis faire qu'aux étages, il n'y ait pas un étage sur deux qui ait un balcon, mais que tous les étages aient un balcon, ça me semblait finalement offrir à l'habitant un petit plus que ce que le bâtiment initial lui avait donné. Mais ce que je trouve merveilleux dans un certain nombre de cas, c'est que l'habitant le prend tout seul. C'est là où je trouve que les Égyptiens nous apprennent de trucs. Et puis, je termine avec simplement une évocation aussi. Alors, c'est la quatrième question, celle dont je n'avais pas parlé. Je me dis que je suis très admirateur de Versailles pour des tas de raisons. C'est une ville où j'ai enseigné pendant longtemps, j'y ai habité aussi, je connais le parc, enfin bref, peu importe. Et c'est quand même une grande chose, ça on ne peut pas dire. Mais en même temps, je me dis que cette idée un peu absolutiste, pas très difficile de tenter l'hypothèse que le pouvoir de Louis XIV était légèrement absolutiste, on n'a pas rasé complètement la colline, parce que le château est quand même toujours sur une partie haute, puis le bas était marécageux, mais enfin, on a quand même beaucoup aplani les choses, et je me dis qu'il y a aussi à s'interroger peut-être sur un autre rapport que l'on pourrait avoir à la nature, et vous allez me dire, il est complètement fou, et il emprunte toujours des métaphores religieuses, mais j'avais envie de terminer, j'espère que je ne me suis pas trompé, qu'il n'y a pas une photo après, sur un temple qui se trouve à Macao, donc aujourd'hui en Chine, et que je trouve un endroit absolument merveilleux. Ça renverse complètement l'idée de la religion centrale et hégémonique représentée par la coupole. C'est-à-dire que là, on rentre, on est dans une colline, et alors, on n'y comprend rien. Il y a plein de petits temples partout, et ce que je trouve presque le plus émouvant, c'est de cette façon, sur des gros cailloux qui restent là et qui ont quelquefois été simplement un peu plus polis, d'avoir des tas d'inscriptions que je suis absolument incapable de comprendre. Mais je me dis, voilà, on a là un rapport avec la nature qui n'est pas on n'a pas tout rasé, on n'a pas tout remis avec des escaliers, des épures, etc., comme aurait pu faire, je ne sais pas, Michel-Ange au Capitole ou quelques autres. On est dans c'est comme ça, les cailloux sont là, on chemine et puis on organise une espèce de mise en scène que je trouve assez émouvante dans sa simplicité. Je ne me suis pas trompé, c'est fini.